19h50, c'est l'heure de l'information sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi, le retrait annoncé de la France et de ses partenaires du Mali. Selon le président ivoirien Alassane Ouattara, ce départ va créer un vide. Il s'est prononcé sur la situation sécuritaire au Sahel en marge du sommet UE-UA auquel il participe. Et puis nous reviendrons sur cette décision de la France et de ses partenaires de retirer leurs troupes du Mali en raison de la crise qui les oppose aux autorités de la transition malienne. Emmanuel Macron recuse complètement la notion d'échec au Mali. Une conférence de presse conjointe a été animée en marge du sommet. Et puis la levée du mot d'ordre de grève des producteurs de café-cacao. Ils jouent désormais la carte de l'apaisement et du dialogue. Ils ont débattu des 11 points de leurs revendications avec le cabinet de la présidence de la République. Vous en saurez plus dans quelques instants. C'est décidé. Après 9 ans d'intervention militaire contre les djihadistes, la France et ses partenaires européens vont quitter le Mali lors d'un retrait coordonné. En visite à Bruxelles dans le cadre du sommet UE-UA, le président Alassane Ouattara a donné son avis sur le sujet lors d'un entretien avec nos confrères de RFI et de France 24. Pierre Dipomela. La crise entre les autorités maliennes et françaises a conduit à la fin imminente de l'opération Barkhane, une force militaire française qui constituait le premier rideau de protection dans la lutte contre le terrorisme. Cette situation va impacter les armées des pays de l'Afrique de l'Ouest, plus spécifiquement ceux frontaliers au Mali, selon le président ivoirien Alassane Ouattara, interrogé sur la question par des confrères de RFI et France 24. Le départ de Barkhane et de Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières, nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi. Les armées nationales doivent régler les problèmes sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie, et nous ferons en sorte que cela soit. Et nous prendrons toutes les mesures possible, même si nous devons dépenser 2 ou 3 ou 4% du PIB sur les dépenses militaires, nous le ferons pour notre protection. Parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Les autorités maliennes ont estimé que la présence française n'a pas donné les résultats escomptés. Elles se tournent vers Wagner, des mercenaires russes, pour combattre les djihadistes dans le nord du pays. Les forces Barkhane et Takuba vont donc quitter le Mali lors d'un retrait coordonné en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Les présidents Emmanuel Macron, Akufo-Addo et Macky Sall étaient face à la presse pour évoquer ce retrait prévu dans quelques mois. C'est le résultat d'une longue crise qui oppose les autorités maliennes aux autorités françaises depuis le coup d'État de la junte militaire. Pierre Dipomela. Sans l'action militaire de la France au Mali, les terroristes auraient assiégé tout le pays. C'est ce qui ressort de l'intervention du président français, Emmanuel Macron, en conférence de presse avec le président Macky Sall, en marge de la rencontre Union européenne-Union africaine à Bruxelles. La menace à laquelle les pays du Sahel et de la région sont confrontés a un nom, Al-Qaïda et Daesh. Ces deux organisations terroristes ont choisi de faire de l'Afrique, du Sahel en particulier, maintenant de manière croissante Golfe de Guinée, une priorité de leur stratégie d'expansion. Avec l'accord des autorités nigériennes, des éléments européens seront repositionnés aux côtés des forces armées nigériennes dans la région frontalière du Mali. Que se serait-il passé en 2013 si la France n'avait pas fait le choix d'intervenir? Vous auriez eu à coup sûr un effondrement de l'État malien. C'était ce qui était en train de se préparer. Au mieux, une partition avec un califat territorial. Au pire, la prise de contrôle de l'intégralité du Mali par ces groupes terroristes. Le président sénégalais, président en exercice de l'UA, lui, s'est réjoui de ce que les forces françaises ne quittent pas totalement le Sahel. Nous avons convenu avec l'Europe que la lutte contre le Sahel, contre le terrorisme au Sahel, ne saurait être la seule affaire des pays africains. Et là-dessus, c'est un consensus et c'est heureux qu'un engagement a été renouvelé de rester dans la région et de réarticuler le dispositif. Sur place, au Mali, le retrait de l'opération Barkhane suscite la polémique au sein de la population. Les autorités maliennes, elles, confient la sécurité du pays aux mercenaires russes de Wagner.
Le président Alassane Ouattara n'est pas allé seul à Bruxelles. Il est accompagné de Dominique Ouattara, la première dame. Elle ne cesse de multiplier les rencontres pour l'amélioration des conditions de l'enfant. Après sa rencontre avec la reine Mathilde de Belgique, Dominique Ouattara a visité l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Une visite importante pour l'hôpital mère-enfant de Bingerville, nous dit Nadia Idja. Mercredi 16 février 2022. La mission de travail en Belgique de la première dame Dominique Ouattara se poursuit avec la visite de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Une escale appréciée par les premiers responsables de l'établissement hospitalier. C'était une visite très enrichissante. On a pu échanger sur nos différents modèles de fonctionnement et construire un futur partenariat. On a un peu un enjeu commun, c'est celui de mettre vraiment, de donner toute la place à l'enfant. Que l'enfant soit au cœur des soins qu'on lui prodigue. Et c'est un petit peu l'objet même et l'objectif d'un hôpital d'enfants. Axé sur le bien-être de l'enfant, l'établissement belge présente des similitudes avec l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Pour Dominique Ouattara, il est important de tisser un partenariat. Je viens de visiter donc l'hôpital La Reine Fabiola, qui est un hôpital spécialement destiné aux enfants. Et c'était très intéressant, nous avons plusieurs points communs avec l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Et nous avons pratiquement décidé de faire une collaboration, un partenariat entre nos deux hôpitaux. Et j'espère que ça se fera très bientôt. Avant la visite de cet hôpital spécialisé en soins pédiatriques, Dominique Ouattara avait rencontré la reine Mathilde de Belgique pour discuter des droits de l'enfant. Ces différentes rencontres se tiennent en marge du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne qui se tient du 17 au 18 février à Bruxelles. Après avoir annoncé un mot d'ordre de grève pour ce 15 février, le collectif des producteurs de café-cacao joue désormais la carte de l'apaisement et du dialogue, une démarche qui fait suite à une rencontre avec le cabinet de la présidence de la République sous instruction du chef de l'État. Ils ont 11 points de revendication selon les explications de Nadia Idja et d'Éric Kimou. Bonne nouvelle pour le secteur café-cacao. La crise qui se profilait en raison de l'intention de grève émise par le collectif syndical des producteurs du secteur, vient d'être évitée. La résultante d'une rencontre tenue ce 14 février avec le cabinet de la présidence de la République. Il était temps d'interpeller le chef de l'État et nous voulons remercier le président de la République parce qu'il a entendu notre cri de cœur. Parce que le 14 février dernier, nous avons été reçus sur instruction du chef de l'État pour que les difficultés que nous avons étalées, nos 11 points de revendication, pour que ça soit réglé. Le chef de l'État a pris le dossier en main. Nous voulons lui dire merci parce qu'il a entendu nos cris de cœur. Nous devons demander à nos camarades producteurs café-cacao de suspendre le mot d'ordre de grève illimité. À l'origine des préoccupations de ces producteurs, 11 revendications. Parmi les plus importantes, on note la rétrocession de la gestion de la filière café-cacao aux planteurs et la mise en place du fonds Covid-19 d'une valeur de 17 milliards de francs CFA, en raison de nombreuses difficultés rencontrées. 27 tonnes de poulet congelé frauduleux saisis à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est l'heureux coup de filet des douanes ivoiriennes déployées dans le sud de Comoé. Les détails de cette saisie dans ce reportage de nos envoyés spéciaux dans le sud Comoé, Thiemé Dangé et Tanguy Konan. Sud Comoé, plan lagunaire frontalier Côte d'Ivoire, Ghana, porte d'entrée de marchandises frauduleuses. Le long, les soldats de l'économie ivoirienne veillent. Ici, c'est le fleuve Labia. Mais dans cette zone précisément, nous constatons qu'il y a des déversements frauduleux ici. Donc très souvent, nous faisons des saisies. Comme vous voyez, ce quai-là, ça a été aménagé, je crois qu'en son temps, pour faire sortir de la banane ici. Mais maintenant que ces opérations n'ont pas lieu, c'est évidemment des fraudeurs qui s'en servent pour déverser, pour enlever des marchandises de fraude ici. C'est d'ailleurs sur une de ces voies détournées que ces hommes de la subdivision de la surveillance et des interventions du Sud Comoé viennent de faire une importante saisie. Il s'agit de 2702 cartons de poulet congelés d'un poids total de plus de 27 tonnes. De retour dans les locaux de la subdivision, aux côtés de ces hommes engagés dans l'opération sur le théâtre d'Assini Mafia, le chef du commando décline le mode opératoire. On a mis en place le dispositif qui consistait à faire une embuscade et puis attendre l'arrivée, n'est-ce pas, des contrebandiers. Ils sont arrivés autour de 5 h du matin. Imaginez-vous, de 14 h à 5 h du matin, on était postés en train de les attendre. Mais quand ils sont venus, évidemment, après le déchargement, ils ont fait venir 8 camions.
8 véhicules. Et ces véhicules-là, après les avoir chargés, nous avons fait irruption et nous avons saisi les 8 véhicules à la fois. Et après le dépouillement de tout ce qui est dedans, nous avons découvert qu'il y a 2702 cartons et d'un poids total de 27 tonnes 0,20 kg. Quoique ragaillardis par cet autre heureux coup de filet, les agents des douanes ivoiriennes font face à des défis dont l'absence de navettes et de chambres froides pour réprimer le trafic de poulets congelés. Une activité frauduleuse, préjudiciable à l'économie nationale et à la santé des populations. Retour à Abidjan, la session 2021 des concours administratifs est bouclée. Les acteurs se penchent sur l'édition 2022. Bien avant, ils font leur autocritique au cours d'un atelier bilan et perspective. La ministre Anne-Désirée Oloto a expliqué ses motivations et attentes à l'ouverture de cet atelier qui va déboucher sur de nouvelles recommandations pour des concours transparents et équitables. Le reportage de Thiemé Dongé et d'Éric Kimou. Plusieurs innovations dans le scannage des copies de composition personnalisées, le convoyage des copies et la sécurisation des sites par la gendarmerie nationale ont marqué l'organisation de la session 2021 des concours de la fonction publique. À peine cette session bouclée, les acteurs se penchent sur l'édition 2022. Bien avant, ils font leur autocritique. La tribune, l'atelier bilan et perspective 2022. À l'ouverture des travaux, la ministre Anne-Désirée Oloto décline motivation et attente de ce rendez-vous de l'auto-évaluation pour un processus fiable. Je voudrais indiquer que les conclusions de cet atelier sont attendues par le gouvernement, de telle sorte que nous puissions nous projeter donc, dans le futur, nous puissions nous projeter pour 2022, pour 2023 et pour les années futures, n'est-ce pas, quant à la qualité de ces concours administratifs et surtout quant aux innovations que nous serons capables de proposer aux Ivoiriens. Mis en mission, les acteurs devront valider plusieurs recommandations. Présentées par le directeur général de la fonction publique, il s'agit entre autres de l'évaluation de chaque acteur en vue de décider de son maintien ou non dans le processus, l'emploi des seuls intervenants ayant suivi la formation, la réorganisation du collège des superviseurs par le rattachement des directeurs régionaux à l'équipe de coordination et le recrutement de correcteurs justifiant d'un bon profil. Ces recommandations ont été entérinées par acclamation à la satisfaction de la ministre de tutelle, initiatrice de cette école d'auto-évaluation qui vise à parfaire l'organisation des concours administratifs 2022. La Côte d'Ivoire est le premier pays de l'UEMOA à avoir réalisé le basculement total en mode budget-programme. Cette phrase n'est pas de moi, elle est du directeur général du budget et des finances, Traoré Seydou, qui a ouvert ce matin le séminaire bilan 2021 et perspective 2022 de sa direction. Une direction qui compte poursuivre le renforcement de la transparence dans la gestion budgétaire. On en parle avec Priscien Wa. Yamoussoukro. Les membres de la Direction générale du budget et des finances sont à leur rendez-vous annuel. Une rencontre pour faire le bilan de l'ensemble des activités de l'année 2021 et définir les grandes orientations pour l'exercice 2022 au regard des défis liés à la transparence budgétaire. Cette année, entre autres activités prévues, la Direction générale du budget et des finances entend poursuivre le renforcement de la transparence dans la gestion budgétaire dans la mise en œuvre du 3e budget programme de la Côte d'Ivoire. Cet applicatif qui est actuellement utilisé dans toute l'administration centrale sera progressivement déployé dans les autres entités de l'État, notamment dans les établissements publics nationaux, les collectivités territoriales et les districts autonomes, ainsi que les représentations nationales à l'étranger. Et elle est dénommée e-fournisseur. Cet instrument, qui contribue en outre à prévenir de façon efficace la constitution des passifs, fera très prochainement l'objet d'un lancement par son Excellence Monsieur le Premier ministre. La Direction générale du budget et des finances au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire. C'est le thème de ce séminaire qui permettra aux participants d'échanger autour de la communication sur les thématiques spécifiques relatives à la transparence, comme l'évaluation de la mise en œuvre du premier cadre de performance, l'introduction du système de management de la qualité au sein de la direction et la stratégie de l'implémentation de l'audit interne à la Direction générale du budget et des finances.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, sans réserve, Ali Diarra-Souba reçoit pour vous Félicien Sekongo, le président du mouvement de la promotion des valeurs nouvelles de Côte d'Ivoire. Bonne suite au programme sur notre chaîne. Prenez soin de vous et à demain.